Professeur Shmuel Trigano, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter le colloque qui va se tenir demain à Tel Aviv, un colloque sur un thème, on va dire, à la fois politique et on va dire même idéologique, le conflit israélo-arabe, une guerre de religion avec un point d'interrogation. Première question, alors, professeur Trigano, était-il absolument nécessaire de mettre le point d'interrogation? Ça ne semble pas encore assez clair pour beaucoup de gens? Pour moi, c'est très clair. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une évidence avec l'évolution du monde arabo-musulman aujourd'hui et même le discours des Palestiniens, de la cause palestinienne. Néanmoins, il y a une dimension de discussion parce que l'histoire a montré que il y a toute une histoire du mouvement palestinien qui commence comme étant purement arabe tout simplement. La Palestine n'est pas une identité précise, qui ensuite évolue vers d'autres dimensions et qui se rapproche aussi de la dimension religieuse. Il y a toujours eu dans le monde arabe une sorte de tension entre le nationalisme pur et l'islamisme. Et je crois que la période dans laquelle nous sommes rentrés va vers l'islam. C'est ça, parce que on se pose la question aussi par rapport au leadership palestinien aujourd'hui. Mahmoud Abbas, on ne peut pas parler de lui comme un leader religieux, même si il utilise les motifs religieux pour promouvoir, par exemple, la défense d'Al-Aqsa, comme il le dit régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que il est définitivement condamné à être dans la minorité, Mahmoud Abbas, au sein du mouvement palestinien? Mais quelle minorité? Minorité laïque, on va dire. Vous savez, la laïcité dans le monde arabe... Par rapport au Hamas qui donne la dimension, on va dire, la dimension religieuse à ce conflit, on va dire. Oui, mais c'est un partage du travail. La laïcité, elle a été vraie au tout début du nationalisme arabe, qui est né, je le rappelle, parmi des intellectuels arabes chrétiens de Syrie et du Liban, ceux mêmes qui ont donné naissance au parti Baas, qui a dominé la Syrie et l'Irak jusqu'à la guerre d'Irak. Et donc, c'est quelque chose de très limité, mais très vite, les dimensions de la Oumma se sont mêlées aux dimensions purement nationales. Si vous voulez, alors il y a une histoire que je souhaiterais raconter moi dans ce colloque. C'est le témoignage d'un espion du KGB qui est passé à l'Occident et qui a écrit tout un livre, l'héritage du Kremlin, où il raconte que en fait c'est sous les instigations du KGB et de la Securitate roumaine que l'OLP a adopté une figure nationale et nationaliste. Ah oui. Parce qu'en fait, la cause nationale et nationaliste n'est pas purement une cause qui était de destruction ethnique d'Israël. Quand vous avez les 5 pays arabes et les Palestiniens qui décident d'exterminer Israël au jour même de sa naissance, les choses sont très claires pour tout le monde. Il n'y a aucun combat national ici. C'est une manœuvre de rejet politique, ethnique, religieux, total. Mais pour réussir, et notamment raconte cet espion, pour réussir, le KGB avait suggéré d'adopter la thématique des mouvements nationaux, nationalistes, contre l'occupant colonial. Dans la mesure où l'objectif était non pas de détruire Israël dans la réalité comme c'était le projet, mais de le détruire dans l'opinion internationale en séduisant, selon le mot de Lénine, les idiots utiles d'Occident, la gauche occidentale, pleine de confusion sur la responsabilité coloniale, etc. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, l'OLP devient un mouvement national et nationaliste. Ça date de 1964. Oui, auparavant, on n'a jamais entendu parler de nation et de peuple palestinien. La Palestine, c'était la Syrie du Sud. Et finalement, on peut dire que la mayonnaise a pris, là, dans le cas précis. Ça a bien marché. Ça a très bien marché. En particulier au sein de l'Europe occidentale. Mais justement, parce que l'enjeu
n'est pas le monde arabe. Il est acquis à la cause arabo-palestinienne, islamique, etc. C'est pas là que le combat se joue. Le combat se joue sur les scènes occidentales, justement pour créer, et justement le BDS est le produit de cette manœuvre extrêmement sournoise qui se joue à ce niveau-là, parce que ce discours a su puiser aussi dans les tréfonds mythologiques de l'Occident lui-même, dans son rapport à Israël, qui est un rapport gouverné par 20 siècles d'histoire, d'héritage de 20 siècles. Et donc cet alliage a créé la situation que nous connaissons aujourd'hui et dont les Israéliens sont totalement ignorants. Ignorants parce qu'en fait, ils en sont restés à l'interprétation des années 60, qui n'est plus actuelle, tout simplement. Ce n'est plus le modèle de réflexion et d'analyse... De territoire contre la paix, de ce genre de Alors, slogan. les territoires contre la paix, ça a l'air très beau. On n'a jamais vu ça dans l'histoire internationale. Oui. Jamais, jamais, jamais. Par contre, les territoires contre la paix, enfin une paix consentie, etc., c'est un slogan musulman, islamique. À savoir que lorsqu'il y a eu l'invasion islamique au 8e siècle, il y avait des peuples qui habitaient tous ces territoires. S'ils acceptaient la soumission, ils survivaient. Sinon, ils étaient exécutés. Et c'est le système du dhimmi. Et par conséquent, il faut être bien conscient que les territoires contre la paix, c'est déjà une intériorisation d'un principe de l'islam et pas une réalité diplomatique, politique et militaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire internationale. Alors tout de même, vous parlez des Israéliens, vous dites ils sont ignorants, ils n'ont pas fait les changements. Mais tout de même, la société israélienne, elle a quand même, on va dire, éprouvé par toutes sortes on va dire, l'adversité palestinienne depuis maintenant le début du processus d'Oslo. Elle a quand même changé, la société israélienne. Le fait qu'elle ait glissé progressivement vers la droite plus nationaliste, le fait que... Écoutez, oui, je ne vois pas pourquoi ce serait un glissement vers la droite nationaliste. L'opinion israélienne a pris conscience de la réalité, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Donc, c'est-à-dire, elle a changé, c'est-à-dire, elle abandonne peu à peu ces slogans auxquels on s'était habitué. Alors, je vous signale que d'abord, nous avons un engouement extrême pour ce colloque. C'est à bureau fermé. Oui, ça je sais. Oui. J'allais le dire avant de terminer notre entretien, mais voilà. Il n'y a plus de place. Par ailleurs, les intervenants ont été extrêmement intéressés de pouvoir parler de ce sujet. Oui. Parce qu'en fait, il est banni, il est trop lourd à porter sur ce plan-là. Et donc, on n'en parle pas, mais on voit les choses avec évidence. Vous avez parlé de Mahmoud Abbas, mais Mahmoud Abbas, c'est l'ordonnateur des shahidim, de ceux qui se suicident religieusement et qui tuent des Israéliens au nom de la religion. C'est quand même quelque chose, un engagement absolument puissant à ce niveau-là. Et donc, si vous voulez, le fait que, par exemple, les Palestiniens aient toujours refusé les partages de la terre, signifie très bien que leur intention n'est pas nationale, mais qu'elle est bien plus vaste que celle-là. Donc en fait, il y a une prise de conscience, mais personne ne la formule. Est-ce que vous avez le sentiment, Shmuel, qu'il y a dans la société israélienne, c'est-à-dire que justement face à l'adversité palestinienne de ces 20 dernières années, face à la seconde intifada, les différentes guerres, les conflits à Gaza, le Hamas, etc., est-ce que vous pensez que finalement dans la société israélienne, eh bien on comprend peu à peu qu'effectivement ce conflit n'a pas de solution, on va dire rationnelle, territoriale, etc., mais qu'il s'agit d'un conflit à d'essence religieuse? Évidemment qu'on le comprend, et notamment les gens qui ont vécu dans le monde arabe le comprennent encore mieux. Oui. Mais si vous voulez, il y a dans la société israélienne le mythe de la normalité. Oui. Et donc, elle est située à gauche, hélas, uniquement, mais la normalité vous rend aveugle à cette dimension-là archaïque, très, très ancienne. Et même, elle vous terrifie quand vous vous sentez normaux, parce que vous n'avez plus d'armes pour faire face, psychologique, pour faire face à une situation de ce type-là. Et donc on la fuit. Mais concrètement, elle se traduit dans la réalité israélienne, dans la réalité politique. On est à la veille d'élections.
ça se traduit par un désagrément, en tout cas une chute, une remise en cause de tous les poncifs de la gauche israélienne, et on va dire un renforcement de la droite israélienne, ou même de certains, d'une droite plus religieuse. Vous le sentez pas? Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, par exemple, après ce qui s'est passé, le processus d'Oslo, après les échecs du processus d'Oslo, après l'intifada, les guerres, etc., eh bien, il y a beaucoup d'Israéliens qui se disent c'est un conflit insoluble que l'on ne pourra pas résoudre. C'est ce que même dit Binyamin Netanyahou, indirectement, mais qu'on ne pourra pas résoudre ce problème, et que finalement, il faut nous-mêmes retrouver notre propre identité pour faire face à cette identité, on va dire, à cette dimension religieuse qui est en train de prendre le conflit. La seule résolution, c'est la victoire. C'est pas d'être triste que ça ne peut pas se résoudre. C'est ça ou rien. Oui. C'est ça la question. Mais quant à la gauche israélienne, la deuxième prise de parole du candidat Gantz est terrifiante. Est terrifiante. Mais oui, non, je crois qu'on est comme avant à Oslo, comme si rien ne s'était passé. Ouais. C'est terrifiant de voir. Évidemment que les Juifs veulent la paix, c'est évident, et qu'ils sont même prêts à beaucoup de choses pour la faire. Mais le problème, c'est pas ce que nous voulons, c'est ce que l'adversaire veut. Vous voyez ? Et donc, la question déterminante de l'analyse stratégique, c'est justement de définir quelle est la nature de la menace pour pouvoir y répondre adéquatement. Mais ce problème-là est troublé quand les gens se battent en Israël. Mais vous ne faites pas la paix, vous n'avez pas... Mais c'est une farce. Oui. Et les Palestiniens ne sont jamais mis en question. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Il y a une cécité structurelle dans la vision israélienne qui empêche de voir la réalité, mais sans doute qu'elle est adossée à une défaillance identitaire d'Israël. Et c'est ça le véritable problème à ce niveau-là. Ne serait-ce que poser la question que nous posons dans ce colloque est un scandale pour beaucoup de monde. Mais le scandale, il est propre à leur incompétence d'analyse. Il n'est pas propre à la réalité. Eh bien, Shmuel Trigano, on aurait pu continuer à discuter longtemps avec vous, mais je voulais vous demander, puisque ça se joue à guichet fermé, comme on dit, est-ce qu'il y a une possibilité de suivre le colloque sur Internet ? Il y aura une possibilité comme celle-là ou Alors, effectivement, nous l'enregistrons et il faudra voir sur notre... Donc pas en direct, hein ? Non, dialogia.co.il pour pouvoir accéder d'ici quelques jours à tout le colloque. Voilà, alors je rappelle que ce colloque donnera la parole à plusieurs intervenants: Raphaël Israeli, Meir Litvak, Eliezer Cherki, Mordechai Kedar, Jean-Pierre Liedo, Jacques Neria, Itamar Marcus, et vous-même bien entendu. Merci beaucoup. Ça se déroulera au Bet Sioné America, mais comme on le dit, on le répète et on le précise, il n'y a plus de place. Sans inscription. Sans inscription. Voilà, merci beaucoup Shmuel Trigano d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin, et bonne chance pour ce colloque demain. Merci. Shalom. Au revoir.